bonjour. Oui, donc moi je vais peut-être avoir un propos un petit peu plus libéral sur certaines choses, notamment le fait que le commerce en fait est quelque chose de complètement schumpeterien. C'est une activité de destruction créatrice. C'est très compliqué de le maîtriser. C'est donc un ouragan et il arrive fréquemment. Donc tous les 10 ans, la particularité du commerce, c'est que les barrières d'entrée sont faibles. Et donc dès que quelqu'un a une bonne idée, il fonce. Il essaie de verrouiller un petit peu les places, mais ça marche pas longtemps. On a vu que la loi Royer en fait n'avait pas eu vraiment d'effet. Chaque modèle en fait est dépassé en fait assez rapidement. En ce moment en fait l'ouragan qui arrive, c'est donc Internet, qui a un effet en fait assez fort et qui a un effet effectivement d'autant plus fort que il ébranle même en fait le sacro-saint l'emplacement qui, du fait de l'ubiquité d'Internet, rebat les cartes en fait assez fortement. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez perturbant en fait pour les promoteurs, on va dire, monoproduits type commerce qui ont vécu dans le zoning et qui se sont en fait beaucoup, on en a parlé, on a cité certains d'ailleurs tout à l'heure, qui sont très concentrés sur une chose avec en fait un système d'oligopole. Alors on a cité des bons bouquins, effectivement, on peut que recommander celui de l'urbaniste qui vient de parler en fait avant, qui est très intéressant pour comprendre en fait toute cette situation assez libérale où finalement le centre-ville en fait pour un promoteur est cher à construire et donc finalement la facilité fait que évidemment il y a un étalement urbain et donc les voies sont là, c'est plus simple en fait de construire en fait en périphérie, les terrains sont pas chers, il n'y a pas de contraintes, voilà. Et donc comme la population finalement migre en fait à l'extérieur, il est très logique que le commerce, encore une fois, impitoyable logique, s'installe sur les nouveaux points d'échange qui sont plus les interfaces des vieilles villes, mais qui sont devenus en fait les échangeurs. Voilà. Donc on comprend assez vite que si on redensifie le centre-ville, si les moyens de transport changent, si les taxes changent aussi, on a déjà un peu un début de réponse sur les choses. Alors, il y a un livre aussi assez intéressant, je pense qu'on peut recommander en termes de lecture en ce moment, c'est par exemple c'est No Fake, qui explique bien en fait le fait que... Alors évidemment c'est très typé, c'est assez parisien, c'est sur les villes-mondes, c'est sur les millénials, etc., qui sont ces animaux curieux qui en fait... ont l'air de ne pas fonctionner comme les autres, avec, on va dire, une appétence pour une néo-authenticité, un espèce de retour en arrière, le personnage du hipster qui est le rebelle mais without a cause, et qui en fait est féru de choses qui paraissent en fait un peu anciennes mais qui sont à la sauce internet et qui expliquent en fait selon moi une évolution de la société. Ça fait 50 ans qu'on est en Europe, enfin même plus, 75 ans pardon, qu'on n'a pas eu de guerre. Donc on est très protégé et donc on peut considérer que finalement la pyramide de nos besoins a beaucoup évolué. On voit en fait quand on regarde les courbes d'alimentation, de consommation, etc., que l'alimentation, la part de l'alimentation, la part de l'habillement, tout ça en fait a énormément décru dans nos dépenses. La part de logement en revanche augmente fortement, les loisirs culture augmentent fortement, tout ce qui est moyens de communication augmentent fortement, et je pense qu'on peut parfaitement rallier ça en fait à cette pyramide de besoins, de constater que finalement le stade 1 et 2 étant servi, alors avec une petite exception sur le logement qui reste quand même en fait un sujet, on peut comprendre que l'appartenance qui correspond plus en fait aux réseaux sociaux, aux vacances, en fait au qu'en dira-t-on, soit un trend en fait assez fort. Alors, et le truc rigolo aussi, c'est quand on est abonné au journal du textile, comme moi depuis 10 ans, on voit qu'en fait, effectivement, les pages sont de plus en plus fines. En fait, le numéro en fait, coûte toujours le même prix, mais il n'y a plus que 10 pages et elles sont plutôt déprimantes. En fait, voilà. Alors, je crois que... Bon, je vais passer assez vite sur le truc un peu scolaire là, du SWOT, donc je pense qu'on aura l'occasion de le revoir une autre fois. Mais juste, je crois que je l'ai déjà un petit peu abordé. Donc, les forces du centre-ville, il y en a évidemment. C'est là où il y a une historicité. C'est pour ça qu'en fait le hipster et le millénial adorent le centre-ville.
La tertiarisation adore le centre-ville. Il y a des choses très fortes, notamment dans nos villes européennes, qui ont une force qui est en fait ces moyens de transport qui existent, et donc il est beaucoup plus facile d'y retourner. C'est pour ça qu'en fait il y a une concentration de tout ce qui est école, tertiarisation, etc. Évidemment, est plus facile en fait en centre-ville, et alors, évidemment beaucoup plus dans les métropoles que dans les villes de taille plus réduite. Mais il y a un sujet sur pourquoi est-ce qu'en fait on concentre en fait l'éducation uniquement sur les grandes villes et pas un peu plus sur les villes moyennes. En ce qui concerne en fait les faiblesses, il y a, on va dire, la fainéantise générale, hein, c'est-à-dire on verra après quand on verra un peu les différents intervenants. Donc le bâtiment inadapté, ce cycle de rotation dont on a besoin, le sujet des normes en fait en centre-ville, enfin voilà. Les menaces pour le centre-ville, elles sont évidemment très fortes, c'est-à-dire que la menace de la périphérie n'a absolument pas disparu, hein, elle est plus forte que jamais en fait, hein, et avec tout un tas de très bonnes raisons qui continuent d'exister, hein, parking facile, accès facile, rapidité d'exécution, moindre imposition, pas de contraintes esthétiques, terrain pas cher. Un agriculteur râlera toujours effectivement de céder son terrain, enfin plutôt que son voisin cède son terrain, mais lui-même fera x100 quand il vendra son terrain. Pareil pour le petit pavillon, hein, enfin voilà. Internet, donc évidemment une difficulté, comme on a vu là tout à l'heure, avec une particularité aussi quand même sur Internet, c'est le fait qu'il y a une concurrence en fait des sites marchands qui est inégale. Puisqu'ils ont un avantage fiscal et social, mais aussi un avantage de financement en fait très fort, c'est-à-dire qu'en fait on voit que des startups avec pratiquement rien devant eux sont capables de lever de l'argent et racheter en fait des chaînes de magasins physiques, là où en fait les chaînes de magasins physiques, eux, sont juste condamnés à payer leurs impôts locaux et point final. Et également aussi en fait effectivement un poids social sur les magasins physiques qu'il n'y a absolument pas avec les Amazon et autres, puisqu'en fait on transfère en fait tout ça sur du précaire et une précarisation en fait. Voilà. Bon, les opportunités, il y en a évidemment en fait sur le centre-ville. Il y a une hausse du pouvoir d'achat dans les métropoles, il y a une tertiarisation dont on a parlé, il y a un début de prise de conscience générale, il y a des surfaces disponibles en étage à reconfigurer. En revanche, il y a une difficulté quand même, c'est la difficulté du coût de ça. Donc il y a vraiment un sujet fiscal très fort, il faut arrêter de taxer le centre-ville et de mettre beaucoup de contraintes et faire le contraire. Et en ce qui concerne Internet et l'expérience client, c'est aussi un point qui c'était une menace, mais c'est aussi en fait un point positif pour offrir une nouvelle visibilité, puisqu'en fait la particularité du commerce, c'est évidemment aussi quand on regarde dans les points de vigilance, là pour arriver très vite, je vais passer sur les facteurs d'animation. Pourquoi le commerce en ville, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, j'adhère totalement, le commerce et la ville c'est la même chose en fait. Il y a plein de mérites. Bon, évidemment, quand on est côté élu, création d'emplois, sociabilisation et écologie, le moindre déplacement, voilà, une grosse contribution fiscale, hein, quand même aussi à travers à la fois, bon, au moment de la construction, les taxes, mais aussi plus tard avec la TVA, parce que la TVA c'est quand même l'impôt qui rapporte le plus. Et enfin, donc, alors pour revenir sur les points de vigilance, pourquoi quand on s'intéresse en fait à faire comment on appelle ça, une opération en fait de commerce, on regarde évidemment la zone de chalandise d'abord, et on se focalise surtout sur la zone primaire, pas vraiment sur les plans sur la comète, les touristes et les zones où on allant chercher en fait très très loin. Évidemment l'accessibilité qui est fondamentale. Donc sur le sujet du centre-ville, c'est toujours un problème en fait, hein, et même sur les opérations qu'on a nous-mêmes développées, on a souvent en fait peiné dans le démarrage lié en fait à ces problèmes d'accessibilité avec des travaux, des aménagements de voirie qui arrivent une fois que on a fait notre ouvrage, et donc en fait on prend souvent une claque juste derrière. Donc voilà. Visibilité évidemment en fait du lieu. Alors Internet améliore les choses, il y a un peu moins besoin de ce caractère identifiable en fait du site. Évidemment, il y a un sujet de coût de développement, donc le problème foncier, et donc trouver une taille critique et arriver en fait à développer suffisamment de mètres carrés pour pouvoir payer tout le monde, parce qu'évidemment le propriétaire foncier nous attend avec impatience. Il y a un sujet de mix merchandising en fait à organiser. Il y a un problème de temporalité, quand on veut intervenir. Évidemment, comme on parle de masse critique, c'est qu'en fait, surtout si on part dans les opérations mixtes comme celles qu'on a faites, il faut qu'on satisfasse en fait plusieurs rythmes de commercialisation, plusieurs marchés qui n'ont rien à voir en même temps. Donc c'est pour ça qu'en fait Unibail est pas chaud pour mixer du logement, du commerce et tout ça, parce qu'effectivement, je confirme, c'est très très compliqué. Il faut effectivement bien gérer en fait ce phasage-là.
Alors, il y a un autre point aussi très important, c'est la Sainte Trinité, enfin, ce que j'appelle ça comme ça, voilà. Donc, sur la valorisation des commerces. Donc, il y a un effet en fait entre le taux d'effort de ce que peut payer en fait un commerçant, le loyer qui est produit par ce taux d'effort, et puis ensuite il y a ce sujet du taux de rendement. Malheureusement, en fait, l'une des explications qui fait qu'en fait la classe de commerce en fait s'est beaucoup développée en fait, alors qu'en fait les mètres carrés de commerce augmentaient, que la rentabilité des mètres carrés de commerce en termes on va dire de chiffre d'affaires baissait, c'est lié en fait tout simplement à la baisse en fait du coût de l'argent. Et une particularité aussi dans les commerces, c'est que la protection en fait, type loi Royer et autres, ça permettait en fait d'avoir des places fortes et de considérer que, contrairement au bureau, où en fait, quand il y a un nouvel entrant, il faut tout refaire, tout rafraîchir, etc. Là, c'est le commerçant qui rentre dans une coque brute, qui fait tous ses aménagements. Et s'il veut partir, tant mieux qu'il parte. De toute façon, le suivant en fait revient et remplace. Donc, et en plus, il y avait un pas de porte, etc. Donc, les gens se sont rendus compte en fait, à un certain moment qu'en fait, ces valeurs de commerce, parce qu'en fait, il y avait des barrières d'entrée un petit peu artificielles, valaient plus que les 8-9% de rendement qui étaient en fait la norme de la... Voilà. Depuis, en fait, ces taux ont baissé énormément. Alors, c'est des taux qui sont utiles, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu du Romain des Bois grâce, en fait, aux taux bas, notamment quand on a réussi à agglomérer une masse critique de commerce et donc de loyers suffisante, on peut réussir, en fait, à faire des projets un petit peu plus requalifiants. Là, c'est un peu un jeu de Bassac. Je me suis amusé à faire un petit comment on appelle ça, voilà, un petit diagramme. Enfin, je pense que chacun peut s'amuser à regarder. C'est une sorte on pourrait faire des bijections entre les qualificatifs de gauche et puis ceux qui sont complètement à droite. Donc, évidemment, idéalisé en vert, et à gauche, les affreux. Hein, donc, les élus démissionnaires, enfin, l'aménageur rigide et lent, le propriétaire à pro-gain, le promoteur, le salaud, le service instructeur pinailleur, l'ABF gardien du temple, le percepteur de taxes autiste qui, par exemple, veut absolument ramasser tout de suite même quand il y a recours, etc., il faut que la taxe soit payée, alors que de toute façon, s'il n'y a plus de projet, il faudra qu'il la rende. Enfin, voilà. CDAC, CNAC, ça, je ne sais pas, j'ai mis un truc méchant, mais j'espère que ce n'est pas vrai. Distributeur de quotas, c'est-à-dire, voilà, on verra. Le commercialisateur brouillon, ça c'est un peu passe-partout. Le commerçant géniard, ça je pense qu'on connaît tous. Voilà. Le concessionnaire saboteur, je m'arrête sur lui un instant parce que c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a affaire en fait, à différents services qui sont en fait un peu tout-puissants, hein, qui décident eux-mêmes de leurs normes, hein, EDF, vous allez les voir, ils peuvent changer toutes les 5 minutes en fait, la manière dont le transformateur doit être fait. Ça ne gênera pas plus que ça. Les bureaux d'études, on a parlé tout à l'heure du sujet des copier-coller, donc effectivement, on est tous un peu victimes de ça. Les entreprises de construction, c'est un sujet de procédure, le côté procédurier ou alors pas très engagé. Voilà. Enfin bon, donc tout ça, je pense que, alors, pour parler aussi un peu de certains, voilà, il y a un sujet aussi, par exemple, avec les banquiers ou avec les investisseurs. En fait, il y a souvent la volonté de regarder en fait les pseudo-études de marché qui regardent en fait dans le rétroviseur et pas du tout vers l'avenir. Et donc finalement, en fait, évidemment, si on regarde les études de marché, on n'aurait jamais fait ADMAS. Hein. Je vous allez voir le projet en fait après. Donc je montre en fait quelques réalisations. Bon, des réalisations qui sont assez particulières, comme par exemple le Grand Bazar de Lyon, qui est un immeuble classé. Et donc on a quand même réussi en fait à le démolir et à construire en fait un ensemble commercial assez étonnant puisqu'il a une profondeur qui correspond à pratiquement 8 niveaux de sous-sol. On a réussi à déclasser sous le domaine sous les rues pour en fait avoir une masse critique suffisante pour en fait avoir un gros monoprix. Voilà, je vais passer assez vite là-dessus. Un petit peu plus difficile parce que ville un peu plus petite déjà. Donc Chambéry, donc avec une ancienne halle. Donc avec un bâtiment qui n'est plus aux normes sismiques, classé par l'ABF. On a dû faire un tour de force pour réussir à trouver une péréquation économique de manière en fait à payer en fait une structure qui puisse porter le bâtiment, donc avec un système de parements moulés et donc un parking et même une aire de livraison pour le marché qui est en fait en infrastructure.
Et puis donc des moyennes surfaces locomotives en fait pour le centre-ville, et puis donc une vision en fait qui n'est pas du tout une vision de galerie, parce qu'effectivement le sujet principal c'est d'être très empathique en fait avec tout le monde, et notamment en fait avec les commerçants, c'est-à-dire en fait d'essayer de trouver en fait un niveau de loyer plus charge le plus bas possible, donc en allant un peu à la chasse aux charges. Donc on ne va pas en fait voilà, créer trop de parties communes, bien au contraire. Et donc l'idée étant de diffuser ça sur le pourtour pour que le pourtour immédiat puisse en profiter en recréant en fait des vis-à-vis commerciaux. Parce que l'autre particularité ici, je ne crois pas du tout en fait au commerce face au végétal. Alors ça c'est un non-sens commercial, ça ne marche pas du tout. Ça marche pour des restaurations mais pas pour du commerce. Voilà. Autre exemple de restructuration, donc à Poitiers. Donc on voit le blocos là, qui était l'ancien Printemps, qu'on a retransformé en fait en un mix commerce-logement. Voilà, ça c'est une solution. Voilà, là, je vais m'attarder un petit peu sur... oui, ça y est, je suis déjà au bout. Avant de parler de ça, en ce moment, on est en train de faire la restructuration des Galeries Lafayette de rue Saint-Féréol en fait à Marseille également, avec un mix en fait commerce et co-living, co-working, donc avec on appelle ça un opérateur qui s'appelle Babel, donc qui fait en fait une espèce de mix de l'auberge espagnole pour millénials. Et bon, c'est assez intéressant de travailler avec eux parce que je pense qu'on va pouvoir en fait faire quelque chose qui va effectivement être assez décoiffant, avec un restaurant panoramique, mais aussi des ouvertures et des passerelles avec des sujets un peu internet. Voilà. Et donc, juste pour conclure sur le sujet en fait d'Annemasse, donc il y a un point assez particulier parce que c'est une petite ville de 30 000 habitants, alors qui a quand même le mérite d'avoir un potentiel intéressant parce que il y avait une gare, il y a une gare et il y avait en fait déjà des axes commerçants, et donc on a simplement en fait étiré en fait effectivement un peu comme la réflexion de Monsieur Mangin tout à l'heure, on a tiré des choses assez évidentes, c'est que quand on tire la rue commerçante en direction de la gare, c'est assez normal que ça marche. En revanche, on a dû en fait trouver une rotule de moyenne surface à un endroit pour pouvoir comment dire, se développer. Et donc la particularité, c'est que c'est une ZAC en fait quasi privée, puisque on a acquis tout seul en fait les 2 hectares en fait de foncier. Alors évidemment en phasant, puisqu'on a quand même réalisé, il y aura 400 logements en fait au global, donc avec la part de logement social, avec en fait des rues piétonnes qu'on a restituées au domaine public, un parking public qui est réalisé dessous, et une multiplicité en fait on va dire de produits au-dessus, puisque à la fois du logement, cinéma, crèche, bureau, enfin il y a vraiment tout y passe. Et même avec un truc un peu rigolo, on verra si c'était une bonne idée ou pas, mais on va avoir un square surélevé en face en fait du site du cinéma. Voilà, et donc une partie restauration. Bon, et puis on regarde aussi des sujets de périphérie, hein, mais de la même manière, en fait, c'est des sujets de périphérie qui ont en fait une particularité, c'est-à-dire que quand on a un moyen de transport qui arrive au milieu de nulle part, comme à Athis-Mons, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est normal qu'il ne desserve rien? Donc là, effectivement, on est en train de regarder une polarité commerce, mais pas que. Donc avec mixte, service, loisirs évidemment, parce que le loisir en fait a un point fort en fait en ce moment en fait sur les zones. Alors je ne vais pas non plus faire un cocorico en disant c'est formidable, tout marche bien. On a aussi des difficultés en fait sur Annemasse avec des vacances en fait locatives. Ça peut être lié en fait conjoncturellement en fait un niveau de loyer en fait qui baisse. Des problèmes en fait de vacances et un problème de réactivité en fait qu'on doit avoir quand on est bailleur. Voilà.